Un grand merci pour cette invitation. Je suis très honoré de pouvoir vous parler de ce sujet dans ce cadre-ci. En Suisse en particulier, qui je pense est un des pays qui cultive la recherche les plus intéressantes sur les théories du complot. Alors, et je vous préviens peut-être d'emblée que ma culture piagétienne est très limitée, donc je ne vais pas beaucoup parler de Piaget. Donc les théories du complot et le complotisme sont des notions fort à la mode. Si elles passionnent, c'est parce qu'elles sont en fait accusées de contribuer à toute une série de fléaux. Elles jouent un rôle dans le climato-scepticisme, dans la popularité de l'extrême droite, dans le refus de se faire vacciner, dans la désaffection vis-à-vis de la démocratie, etc. Et elle provoquerait toutes ces conséquences abominables sur des bases trompeuses, car oui, elle serait fantaisiste, irrationnelle, et c'est notre boulot finalement en tant que chercheur en sciences sociales en général, je dirais, de comprendre la popularité de ces croyances, et avec l'espoir secret qu'on va réduire leur pouvoir de nuisance. Et je dirais que ces espoirs soient fondés ou pas, il y a une posture assez normative là-dedans. Donc, il y a cette idée que il y a toute une série de gens qui ne pensent pas bien. Et notre boulot, ça va essayer de comprendre pourquoi ils ne pensent pas bien et d'essayer de leur faire penser mieux. Un peu de l'orthopédagogie. Comme vous allez voir, je ne me reconnais pas vraiment dans cette approche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt essayer de comprendre pourquoi les gens adhèrent à ces théories et comment finalement ça fait sens par rapport à leur identité. Alors, Piaget, je vous ai dit que je ne connaissais pas grand-chose sur Piaget. Ce que je crois savoir, c'est qu'il n'a jamais écrit sur le complotisme. Alors, détrompez-moi si ce n'est pas le cas. Mais un aspect central de sa démarche, c'est que finalement, c'est un épistémologue. Il utilise la genèse de la pensée chez les enfants pour construire une réflexion sur la nature de la connaissance. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a vraiment les théories du complot, c'est quand même un objet assez intéressant, c'est une forme de connaissance tout à fait particulière. Et je pense qu'on verra un petit peu dans cet exposé pourquoi, même si je ne vais pas beaucoup développer des réflexions philosophiques. Peut-être pour commencer, essayons de définir l'objet. C'est un peu toujours comme ça qu'on commence dans ce genre d'exposé. Et déjà, qu'est-ce qu'une théorie du complot? On a tous un peu notre vision des choses. On peut reprendre une définition qui est un peu la définition la plus citée dans la littérature, j'ai l'impression, qui est une définition d'un philosophe, Kelly, qui dit « Une théorie du complot est une explication proposée d'un événement historique ou d'une série d'événements faisant appel à l'action causale déterminante d'un groupe relativement restreint de personnes, les conspirateurs, agissant en secret. » Alors, ça ressemble un peu à notre représentation de la théorie du complot. On pense au Schtroumpf conspirateur, un petit peu, là, vous voyez. Donc, il y a quoi comme idée là-dedans? Il y a l'idée qu'il y a une explication, qu'il y a quelque chose à expliquer. Il y a une intention qui, généralement, est malveillante, et puis il y a l'idée de secret. Le problème, c'est qu'il y a plein de phénomènes qui sont en fait des véritables complots établis, qui correspondent aussi à ces définitions. Je sais pas, l'exemple classique, c'est évidemment le cambriolage de Watergate. Et c'est pas ça qui nous intéresse en tant que chercheurs. On ne se demande pas pourquoi les gens croient que Nixon a cambriolé Watergate, ou en tout cas a organisé le cambriolage de Watergate. Inversement, il y a des choses qui sont des théories du complot au sens où on a envie de les étudier, comme l'idée que la Terre est plate, par exemple. Ça repose sur toute une série de présuppositions complotistes, mais qui ne rentrent pas dans cette définition, parce que là, il n'y a pas pour la Terre plate, il n'y a pas d'événement très précis à expliquer. Et même les complots, enfin l'antivaccinisme, qui a une dimension complotiste, c'est pas très facile de le faire rentrer dans cette définition non plus. C'est pour ça que Ken Zonera et Céline Schopfer de cette université, je ne sais pas si elle est là d'ailleurs, mais qui a défendu sa thèse ici il y a quelques mois, ont proposé une nouvelle définition de la théorie du complot qui, justement, prend en compte
ce problème des faux positifs. Et ils ont... Alors c'est tout un article juste pour présenter la définition. Et ils arrivent à cette définition-ci que je trouve intéressante. Affirmation selon laquelle on ment à l'opinion publique à propos d'un aspect de la réalité afin de permettre à un ou plusieurs groupes de mettre en œuvre un agenda caché. Et ça capture peut-être beaucoup mieux ce que on entend, je dirais, intuitivement par théorie du complot, cette idée finalement qu'on vous cache des choses. Il y a des groupes plus ou moins puissants qui veulent vous cacher quelque chose dans leur intérêt, et il n'y a pas nécessairement un événement très précis à expliquer. Ce qui m'amène à un deuxième terme qui est fort utilisé dans cette littérature et que je vais aussi pas mal mobiliser, c'est le concept de complotisme. Alors le complotisme, c'est un concept en fait qu'on retrouve déjà chez Moscovici dans un sens qui est un psychologue social assez connu pour ceux qui ne sont pas familiers, mais qu'on va retrouver aussi chez des politologues comme Taguieff, qui proposent le complotisme comme une sorte d'état d'esprit plus général, une façon d'appréhender le monde. Pour Moscovici, c'est quasiment une représentation sociale, mais je dirais que le terme a été beaucoup plus psychologisé dans la littérature. Ici, Taguieff propose les caractéristiques suivantes. L'idée que tout est lié de façon occulte, que rien n'arrive par accident, que rien n'est tel qu'il paraît. Donc c'est vraiment une façon d'être au monde, finalement, de se dire, méfions-nous des apparences. Tous ces petits détails, en fait, ils sont liés entre eux. Et donc, il n'y a pas nécessairement une croyance en une théorie du complot bien spécifique, c'est juste une façon d'appréhender le monde. Alors, pourquoi est-ce qu'on a développé, pourquoi est-ce qu'on a psychologisé ce concept ? Parce qu'en fait, le résultat, je dirais, le plus stable dans toute cette littérature, qui repose très fort, je vous le dis tout de suite, sur des questionnaires, c'est que quand on demande à des gens « est-ce que vous croyez à telle théorie du complot ?», il n'y a rien qui prédit mieux le fait de croire à une théorie du complot que le fait de croire à une autre théorie du complot. Ce qui a amené certains auteurs à dire « ben voilà, il y a quelque chose, une espèce d'entité, c'est un peu comme le facteur G de l'intelligence, qui expliquerait le fait de croire à des théories du complot ». Et c'est cette mentalité conspirationniste qui a été d'ailleurs mesurée. Ici, c'est une échelle qui est utilisée très souvent, le Conspiracy Mentality Questionnaire, qui évaluerait cette tendance à appréhender le monde à travers ces œillères complotistes. Pour vous donner une idée des effets que ça a, de ce que ça peut prédire par rapport à la perception de complot, une étude que Maud Tagan, qui est une doctorante à l'Université de Grenoble, a récemment menée avec toute une équipe dont je faisais partie, illustre ça assez bien. Elle s'est intéressée au lien entre cette fameuse mentalité conspirationniste mesurée avec cette échelle et la façon dont les gens appréhendaient toute une série de complots. Et donc elle avait choisi, je ne sais plus exactement combien d'ailleurs, plusieurs dizaines de complots, dont certains étaient établis, la moitié étaient des complots historiquement établis, et l'autre moitié étaient des complots faux, de ce qu'on appelle des théories du complot. Et donc, voilà, ici vous en avez... j'avais mis un exemple qui a disparu de mes slides, mais c'est pas grave. Un exemple, c'était un complot, par exemple, sur le tabac, les entreprises de tabac qui ont essayé pendant longtemps de cacher les effets nocifs. Des vraies théories du complot, il y avait l'idée que la franc-maçonnerie organisait la Révolution française, des choses comme ça. Bon. Et donc, on demandait au sujet, pour chaque complot, de dire si, à leur avis, il était vrai ou il était faux. Et puis, on regardait le lien entre cette tendance et la mentalité conspirationniste. Et donc, ce qui est intéressant dans ce genre de tâche, c'est qu'on peut regarder deux choses. Donc ici, ce que vous voyez, c'est la probabilité de dire qu'un complot est vrai. Et ici, c'est le score de mentalité conspirationniste. D'accord ? Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est pour les complots historiquement établis, donc warranted, et effectivement, plus on croit plus on a cette mentalité conspirationniste, plus on va dire que des complots sont vrais, mais qu'ils soient vrais ou qu'ils soient faux. D'accord ? Donc, il y a vraiment une tendance à avoir un seuil de réponse plus libéral par rapport
elle a tendance à voir des complots partout, donc ce qui est cohérent avec l'idée de mentalité conspirationniste. Mais alors ce qui est assez intéressant, c'est que les gens qui ont des scores très faibles, donc qui rejettent finalement le complotisme, en fait, ils sous-estiment la proportion des complots dans le matériel qui est présenté, évidemment, mais ils sont aussi meilleurs à distinguer les vrais des faux. Donc il y a un effet de sensibilité là assez intéressant. Donc, en d'autres termes, cette mentalité conspirationniste, c'est non seulement une tendance à avoir des complots, peut-être avoir plus de complots que ce qu'il y en a véritablement, mais aussi une plus grande difficulté à distinguer ce qui est un véritable complot de ce qui n'en est pas. Peut-être une question pour ce... Là, lorsqu'on est dans la position 1, ça veut dire que les gens... Le 1, c'est que le complot a vraiment existé. Donc si on est 1, ça veut dire qu'on dit oui tout le temps. On dit oui tout le temps. Ouais. Mais je ne dis pas... Mais donc ce que vous voyez ici, par exemple, c'est que les gens qui ont un très haut score de mentalité conspirationniste, finalement, ils ne sont pas tellement mauvais. Hein. Pour les faux complots, ils ont tendance à répondre une fois sur deux que c'est vrai. Et c'est en fait les gens qui ont des très faibles scores de mentalité conspirationniste, ils rejettent systématiquement les faux complots, en fait. Vous voyez, c'est ça. Alors que les vrais, ils sont à 60%. Ça va? C'est clair ou... Oui, j'étais étonné qu'on n'avait pas su le chiffre 1, mais bon, peut-être... Le chiffre 1, ça voudrait dire qu'ils disent tout le temps que c'est vrai. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Alors, ce qui m'amène à, finalement, une des questions qui se pose aussi par rapport au complotisme, c'est vraiment cette question de la rationalité. Est-ce qu'on peut dire que croire à des théories du complot, c'est irrationnel? Et ce qui est un peu la supposition qu'on fait tous, parce que déjà, quand on se demande pourquoi les gens croient aux théories du complot, il y a déjà une présupposition que s'ils y croient, c'est que ça ne doit pas être rationnel. Mais alors, c'est quoi la rationalité? Alors moi, je ne me prétends pas spécialiste de ces questions, mais en fait, quand on regarde les définitions de la rationalité dans la littérature, il y en a toute une série. Alors j'ai été regarder ce que dit une des personnalités les plus écoutées sur ce sujet, c'est Stanovich, qui nous dit qu'il y a une définition qui ne nous facilite pas nécessairement très bien la vie, hein, parce que sa définition très générale de la rationalité, c'est se comporter dans le monde de façon à en obtenir exactement ce qu'on en veut. Ce qui est pas mal, en fait, comme vision des choses, mais qui ne correspond pas nécessairement à ce qu'on entend quand on dit les théoriciens du complot ne sont pas rationnels. Et donc, il a une définition plus spécifique qui ressemble peut-être plus à ce à quoi on pense quand on pense à la rationalité. Il dit c'est la correspondance entre les croyances et la structure du monde, que nos croyances correspondent aux données disponibles et soient elles-mêmes cohérentes entre elles. Alors, de ce point de vue-là, est-ce que les gens qui croient aux théories du complot sont moins rationnels que les autres? En fait, il y a une littérature absolument gigantesque sur le lien entre le complotisme mesuré par toute une série d'échelles dans le genre de celles que je vous ai montrées et des biais cognitifs. C'est assez facile à faire. Hein. Vous faites passer une petite échelle de complotisme et puis des tâches de type Kahneman, Tversky, etc. Il y en a toute une série et je ne vais pas vous faire un résumé de toutes ces tâches, mais en moyenne, à peu près pour la plupart de ces biais cognitifs, on a tendance à trouver qu'il y a une corrélation avec le complotisme. Une que j'aime bien, c'est celle-ci, parce qu'elle me faisait peut-être penser un tout petit peu à Piaget, vu que elle repose sur ce stimuli de Heider et Simmel, hein, qui sont des... donc c'est un vieux truc, ça date des années 40, hein, mais ce que voulait montrer Heider et Simmel, c'est qu'on a une tendance ici à une forme d'anthropomorphisme quand on voit ces formes se balader sur l'écran. On a tendance à les doter d'une sorte d'agentivité, de se dire qu'elles se poursuivent, etc., alors que c'est juste des formes géométriques. Donc c'est une sorte de biais qui reflète une forme d'anthropomorphisme, d'intentionnalité finalement à des objets inanimés. Et
pour vous donner un... Et donc ça faisait penser un peu au concept d'animisme de Piaget, je trouve. Par exemple, on a une corrélation entre la tendance à attribuer des intentions à ce genre de forme dans la tâche d'Haider et Simmel et des croyances complotistes dans cette étude de Douglas et ses collègues. Un exemple parmi d'autres de toute une série de supposés biais qui seraient liés au complotisme. Dans ce type d'approche basée sur des biais cognitifs, il y a vraiment souvent des modèles qu'on appelle à deux voies. On contraste une pensée heuristique qui mènerait à tous ces biais cognitifs et une pensée analytique, un système 2. Cette pensée analytique qui serait réflexive, qui, elle, serait plus rationnelle. Il y a un peu cette idée, voilà, la théorie du complot, c'est le truc intuitif qui nous fait sens immédiatement. Et puis si on réfléchit un peu, on va se rendre compte qu'en fait, ça ne tient pas la route. C'est un peu l'idée. Et donc, il y a toute une série de mesures de ce genre de compétences. La plus connue, vous la connaissez sans doute, c'est le Cognitive Reflection Test, avec cette fameux item, une batte et une balle coûtent ensemble 1,10 €. La batte coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? Évidemment, tout le monde dit 10 centimes. Et si on réfléchit un peu, si on fait les deux équations qu'il faut faire pour arriver au résultat, on se rend compte que c'est 5 centimes. Et donc ça, c'est un peu l'exemple typique de pensée réflexive qui prendrait le dessus sur la pensée intuitive et heuristique, jugée responsable de toute une série de biais cognitifs, dont indirectement certaines formes de complotisme. Et effectivement, si vous regardez des méta-analyses, par exemple, excusez-moi, je ne suis pas encore là, vous allez constater qu'il y a une corrélation entre l'adhésion aux théories du complot et la performance dans des tâches comme celle-ci. Donc, il y aurait une pensée moins analytique et moins réflexive. Évidemment, ça, c'est juste une corrélation. Il y a quelques études d'intervention, très très peu. Donc, il y en a une récemment qui a montré quand même qu'il y avait un effet qui consistait à débiaiser les gens, à leur apprendre à éviter ce genre de biais cognitifs. Et on constatait qu'ils manifestaient moins de théorie du complot après. Mais malgré tout, ce sont des effets qui sont souvent purement corrélationnels dans la plupart des cas et souvent assez faibles. On est aux alentours d'une corrélation de 0,19, 0,20. Alors, là, on parle de rationalité, on parle de biais cognitifs. Comment est-ce qu'on passe à l'esprit critique, Je trouve que c'est une question intéressante parce que quand vous discutez avec des personnes désignées comme complotistes, souvent ce sont des gens qui valorisent la rationalité et l'esprit critique. Ils vont vous dire, ben oui, si tu fais vraiment attention, si tu te laisses pas avoir, si tu n'es pas un mouton, justement, ben ne pas être un mouton, c'est justement faire preuve de scepticisme et d'esprit critique. C'est comme ça souvent qu'ils vont le voir. Et donc on peut se demander si, quand on administre des mesures peut-être plus générales d'esprit critique, est-ce qu'on observe un lien avec le complotisme? Alors, il y a une étude assez célèbre qui a testé ça. C'est une étude qui a été faite par Anthony Lantian et ses collègues, pas uniquement Anthony. Et donc, eux Alors, ce qui est intéressant, c'est d'abord leur définition de l'esprit critique, parce que c'est un terme tout aussi évanescent que la rationalité. Je pense que s'il y a bien un terme qui est très difficile à définir, c'est esprit critique. Et en fait, ça rejoint un petit peu la définition de la rationalité, vu que dans leur définition, c'est la capacité à faire preuve d'une pensée réflexive et analytique, mais qui est combinée à la volonté de les utiliser. Donc c'est un aspect cognitif et motivationnel en même temps. Je pense aussi qu'il y a une dimension peut-être métacognitive qui est peut-être moins évidente dans le concept de pensée analytique. Et donc ce qu'on fait, je trouve que c'est ça l'originalité peut-être de leur étude par rapport aux études sur les biais cognitifs, c'est qu'ils ont fait passer une batterie, un test d'esprit critique développé par Ennis, qui est un des grands spécialistes du sujet, et il s'agissait en fait de répondre à une lettre argumentant
contre une thèse. Bon, c'était une question de parking de nuit dans une zone. Mais... Donc, il devait vraiment écrire toute une série d'arguments. Et puis, ces arguments étaient évalués selon une grille de lecture. Donc, c'est une tâche assez longue, intensive, et qui demandait un travail de codage beaucoup plus important que simplement voir si les gens disent 5 cents ou 10 cents à la question de la batte de baseball. Et ce qu'on constate, c'est en fait la même tendance négative de croyance aux théories du complot qui est liée négativement à l'esprit critique. Donc même si on peut avoir l'impression que le complotisme est associé à une valorisation de l'esprit critique, en fait, les performances manifestent plutôt une corrélation négative. Alors ce qu'ils ont aussi mesuré, c'est la perception que les gens avaient de leurs propres compétences en esprit critique. Et là, moi, je m'attendais évidemment à ce que plus on adhère aux théories du complot, plus on se croit compétent. Il y a un peu l'effet Dunning-Kruger, des choses comme ça. Et en fait, ils n'ont pas du tout de relation. Mais si on regarde les résultats globalement, ça veut quand même dire que les gens qui ont les niveaux plus élevés, ils se surestiment plus que les autres. Mais si on regarde juste cette mesure-là, il n'y a pas d'effet. Et par contre, il y a toute une série de recherches plus récentes qui montrent dans d'autres tâches une tendance donc cognitive, une tendance quand même à surestimer ses propres compétences cognitives chez les complotistes. Donc, si on regarde le tableau que je vous ai décrit juste ici, en fait, on est un peu dans le modèle du déficit. Le modèle du déficit, c'est de dire les personnes qui croient au du complot, il leur manque une case, en quelque sorte. Il y a quelque chose qui ne marche pas aussi bien que chez les autres. Elles n'auraient peut-être pas les mêmes compétences cognitives que les autres. Et donc, ça ouvre évidemment toute une série de voies d'intervention. On va apprendre finalement à ces personnes à mieux penser. Et l'illustration par excellence de ça, c'est toute une série, par exemple, vous voyez ça beaucoup sur Internet, mais pas uniquement, de personnes, par exemple, dans le mouvement zététique, qui vont finalement aider les gens à mieux réfléchir par rapport aux problèmes. Et donc, ça nous amène à interroger la posture de la personne désignée comme complotiste, mais aussi de la personne qui veut corriger sa façon de penser. Et il y a un philosophe que je trouve vraiment passionnant, qui est Guillon, qui a souligné ce qu'il a appelé l'individualisme épistémique. Donc, il a développé ce concept, et qui a un peu cette idée que c'est cette posture qui consiste à croire qu'individuellement, je vais pouvoir appréhender une réalité. Les complotistes vont dire « j'ai fait mes propres recherches ». C'est un thème qui est fort, c'est une expression qui est fort utilisée, mais donc je vais par moi-même essayer de séparer le bon grain livré en lisant les bonnes sources, en apprenant toute une série de choses, en raisonnant correctement. Et cette vision est évidemment d'une part basée sur l'idée que moi tout seul je vais m'en sortir, donc il faut beaucoup de confiance en soi, mais en même temps une sorte de défiance par rapport à des experts extérieurs. Et ce que dit Guillon, c'est que les gens qui essayent de corriger les complotistes, en fait, ils sont dans la même posture. Ils sont en fait en train de leur dire, voilà, en fait, vous pouvez penser tout seul, mais moi, je vais vous apprendre à mieux penser. Et donc, la question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est que la plupart des problèmes par rapport auxquels on s'interroge finalement sur la pensée complotiste sont des problèmes qui demandent des connaissances dans des domaines souvent fort techniques. Alors, je ne sais pas très bien si vous avez une opinion que vous avez pu vous forger par vous-même sur les vaccins ARN, mais j'en suis pas totalement sûr. On s'est chacun basé sur des sources en qui on avait plus ou moins confiance. Et donc, c'est vrai pour à peu près toutes les thématiques qui font l'objet des théories du complot. Et donc, cet individualisme épistémique, pour toute une série de problèmes, en fait, il n'est pas possible de l'utiliser de façon, je dirais, fonctionnelle. Donc, ça pose un problème. Et alors, juste pour peut-être rapidement le signaler, ça n'est pas encore publié, mais Frédéric
Thomas et Kenzo ont développé une échelle d'individualisme épistémique en se basant sur l'article de Guillon. Ils ont regardé la corrélation avec la mentalité conspirationniste et on trouve une corrélation entre les deux, ce qui, en tout cas entre une des deux sous-dimensions, qui est la défiance aux experts et le complotisme, et donc ce qui va tout à fait dans le sens de l'argument de Guillon. Mais ce que j'aimerais déjà retenir jusqu'ici, c'est qu'en fait, ce qu'on voit ici, c'est en fait avant tout, enfin, on peut lire ça comme un problème de confiance. J'ai plus confiance en moi que je ne devrais l'avoir, et j'ai peut-être moins confiance dans les experts sur un sujet, en tout cas pertinent, que je ne devrais l'avoir. Alors, l'esprit critique, je vais juste encore peut-être mentionner une recherche où nous, on a essayé de travailler là-dessus avec Camilla Arnal, qui a récemment défendu sa thèse à l'ULB, et qui, elle, a vraiment fait un travail de fourmi à essayer d'entraîner des adolescents, notamment au Venezuela, à développer un esprit critique. Elle a utilisé une méthode qui est développée notamment pour les enfants et les adolescents, qui s'appelle la Community of Philosophical Inquiry. Donc, il s'agissait d'organiser des discussions sur toute une série de séances. Parfois, il y avait 5-6 séances de 2 heures. Et puis, elle mesurait, elle évaluait leur niveau de complotisme avant et après. Il y a une échelle spécifique pour cette population-là. Et le résultat, c'est que ça n'a eu aucun effet. Alors, peut-être que la méthode n'était pas bonne. Mais en tout cas, avec cette étude d'intervention, on n'a pas du tout réussi, nous, à corroborer l'idée qu'entraîner les gens à l'esprit critique, ici, ces jeunes adolescents, ces jeunes vénézuéliens, ça pouvait aider à, entre guillemets, mieux penser. Il y a peut-être une question plus fondamentale qui se pose ici, c'est un problème éthique. Donc, la question plus fondamentale, elle se pose par rapport au modèle du déficit, cette idée que les complotistes pensent moins bien que les autres. En fait, si vous regardez les études sur le complotisme, je vous ai dit qu'il y avait un résultat qui était bien établi, c'était la corrélation entre toutes ces croyances. Un autre, c'est en gros l'idée que les théories du complot, c'est pour les perdants. Conspiracy theories are for losers, on dit Ushinsky et Parent dans un des premiers livres, je dirais, important sur ce sujet. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous examinez une société donnée, les gens qui sont peut-être au bas de l'échelle, ou en tout cas qui se sentent être au bas de l'échelle, il y a beaucoup plus de chances qu'ils adhèrent à des théories du complot que les autres. Et donc, l'implication éthique, c'est que on va dire que les gens qui sont au bas de l'échelle, les groupes défavorisés, en fait, ils pensent moins bien que les autres. Et donc, je trouve que c'est un argument qu'il faut quand même manipuler avec beaucoup de prudence avant de faire ce genre d'affirmation. Une autre question qui se pose par rapport à la rationalité, c'est, et je trouve que là elle est vraiment passionnante aussi, c'est de se demander si, est-ce que c'est parce qu'on est irrationnel qu'on croit aux théories du complot, ou est-ce que c'est à force de croire à des théories du complot qu'on devient irrationnel? Et il y a des façons de penser à ça qui sont assez intéressantes. Par exemple, un des biais cognitifs les plus connus, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est finalement de faire plus confiance à des preuves qui vont dans le sens de vos attentes que des preuves qui s'y opposent. Ici, vous voyez une définition. Et effectivement, vous avez une littérature qui montre qu'il y a une corrélation entre ce biais-là et l'adhésion aux théories du complot. Par exemple, ici, il y a une étude de Georgiou là, qui montre ça de façon assez convaincante. Alors, ça peut sembler irrationnel. On demande aux gens d'être objectifs, d'accorder autant de poids. En tout cas, une certaine vision de la rationalité, c'est qu'il faut accorder autant de poids à des preuves qui vont dans un sens opposé à vos croyances qu'à des preuves qui vont dans le même sens. Maintenant, si vous réfléchissez aux théories du complot, et non pas
aux limites cognitives des gens qui y adhéreraient. C'est quoi une théorie du complot? En fait, on peut souvent voir une théorie du complot comme une forme de syllogisme. Ça ressemble un peu à un syllogisme. Donc, qu'on peut le formuler comme ça. Donc, on part d'une affirmation qui est un complot. D'accord? On peut prendre n'importe quel complot. Ça, c'est la première affirmation du syllogisme, la première proposition. La deuxième proposition, c'est que si P est vrai, quelqu'un voudra vous cacher la vérité. Si les vaccins causent véritablement l'autisme, il y a quelqu'un qui voudra vous cacher que c'est le cas. D'accord? Et donc, comme P est vrai, la conséquence du syllogisme, ben oui, il y a quelqu'un qui va vouloir vous cacher. Donc, si vous adhérez au complot, donc par définition, si vous croyez la première proposition du syllogisme, ben, la déduction « on voudra vous cacher la vérité » est évidente. Et donc, vous devriez moins faire confiance à des preuves qui infirment le complot qu'à des preuves qui le confirment. Donc c'est un des problèmes fondamentaux des théories du complot, c'est qu'elles sont infalsifiables, parce que toute donnée empirique qui va à l'encontre du complot va être perçue comme une tentative en fait de vous mettre un écran de fumée derrière la réalité. Et donc, en fait, c'est une idée qui est très présente dans la littérature philosophique sur le complotisme, et même, je dirais presque dans le sens commun, mais qui n'a jamais vraiment été testée empiriquement. Et donc, avec Kenzo, on a essayé de le faire, avec Roland Imhoff également. Et il y a ma superbe animation qui n'apparaît pas. C'est quand même dommage de passer du temps à faire des animations et puis qu'on ne les voit pas. Enfin, bon. Donc, le principe était le suivant. Évidemment, ça ne marche pas si on manipule un vrai complot, parce que tous les complots, ils présupposent la première prémisse. Donc, il fallait utiliser une autre proposition. Et donc, on a présenté l'idée d'une nouvelle découverte scientifique concernant le potentiel énergétique de l'hydrogène. Donc, on a inventé une très belle histoire suggérant que l'hydrogène pourrait résoudre tous ces problèmes énergétiques. Et dans un deuxième temps, on a manipulé l'intérêt de groupes énergétiques produisant des énergies fossiles, notamment à cacher des résultats. Donc, soit en disant oui, il y a des groupes qui pourraient avoir intérêt à cacher les résultats, ou non, on dit simplement, en fait, cette recherche sont très intéressantes, mais elles n'ont aucune portée dans l'application, ça ne sert à rien. Donc, on ne disait pas explicitement que les groupes avaient intérêt, on disait ça pourrait permettre de développer toute une série d'énergies alternatives, et on peut supposer que les gens font l'inférence qu'on voudra le cacher. Et puis, dans un deuxième temps, on présentait une nouvelle manipulation présentant des nouvelles études qui ont essayé de répliquer les résultats initiaux. Et soit ces études confirmaient les premiers résultats, soit elles ne les confirmaient pas, c'était des résultats nuls. Et donc, on demandait ici à nos sujets, qui étaient des participants sur une plateforme en ligne prolifique, on leur demandait finalement dans quelle mesure ils avaient confiance dans les résultats de la deuxième étude sur base des éléments qu'on leur donnait sur la façon dont elle a été menée. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe ça. Donc, en fait, si les données sont cohérentes, le fait qu'il y ait un soupçon de tromperie ne change rien à la confiance qu'on leur accorde. Mais comme on peut s'y attendre, quand il y a un soupçon de tromperie, donc quand il y a un intérêt pour ces grands groupes à cacher la vérité, les gens avaient moins confiance dans les informations qui allaient à l'encontre de la théorie du complot. Alors ça semble peut-être un petit peu évident, pas de la théorie du complot, de l'efficacité de l'hydrogène. Ça peut sembler un peu évident, mais ça ouvre une porte intéressante. C'est que l'idée, peut-être que la structure même du complotisme et de la pensée complotisme amène à certains biais qui ne sont pas nécessairement préexistants au fait d'y croire. Et donc vous avez une métaphore qui est fort utilisée dans la littérature sur le complotisme, c'est l'idée du terrier, du rabbit hole. Ça vient d'Alice au Pays des Merveilles. Donc une fois qu'on rentre dedans, en fait, on est pris dans la logique complotiste parce que croire à une théorie, ça va rendre d'autres théories plus plausibles, etc. Et ça va nous pousser aussi à moins faire confiance à toute une série de croyances qui vont à l'encontre de cette théorie. Donc,
ce qui est important ici, peut-être, c'est que si vous regardez cette prémisse ici, si P est vrai, quelqu'un voudra vous cacher la vérité. En fait, ce n'est pas juste une croyance neutre, ça. En fait, c'est de nouveau une question de confiance. Il y a quelqu'un qui veut vous cacher la vérité, donc je n'ai pas confiance dans ce qu'on est en train de me dire. Et donc ça m'amène vraiment à mettre en exergue le rôle de la confiance, qui dépasse peut-être celui simplement de l'esprit critique. Et donc, par exemple, prenons le cas du Covid-19. Hein. Donc il y a des gens qui avaient un haut niveau de pensée conspirationniste par rapport à ça. Et ces gens ont pu penser, par exemple, que les vaccins sont des outils de contrôle des esprits visant à enrichir Bill Gates ou des financiers divers. Mais pourquoi est-ce qu'ils croyaient ça? Est-ce que c'est parce qu'ils sont complotistes et donc ils ont une certaine vision du monde, une adhésion à certains types de récits, à la structure de certains types de récits? Ou en fait, une autre possibilité, c'est qu'ils rejettent le récit communément accepté, ce qu'on appelle parfois la version officielle, même si je n'aime pas ce terme, par rapport à une réalité donnée. Peut-être qu'en fait, la structure même de l'explication complotiste, ce n'est pas ça qui explique que ces gens y adhèrent. C'est peut-être simplement qu'ils sont attirés par des récits minoritaires, dissidents, alternatifs. Et donc, si c'est ça, c'est juste une question de confiance. Et il n'y a rien de spécifique à la mécanique du complotisme qui expliquerait les corrélations qu'on a observées. Et donc, pour répondre à cette question, on est obligé de mettre les gens en présence d'un récit complotiste, mais qui proviendrait d'une source dissidente, et inversement. Et comme ça, on pourra voir si l'effet est dû à une attirance pour les récits minoritaires, ou au contraire, pour le complot lui-même. Et donc, on a fait ça dans une étude avec Kenzo, Paul et toute une mode également. Et comment est-ce qu'on fait ça? De nouveau, j'ai un beau dessin sans animation. Donc, on a présenté un récit, alors hypothétique, hein, on ne pouvait pas dire que le président français s'était vraiment fait assassiner. Et donc, on a présenté un récit hypothétique mettant en scène un assassinat du président français par son garde du corps. Donc ça, c'est la manipulation. Donc ça ressemble un peu à Kennedy qui se fait assassiner. Et la question, c'est est-ce que c'est un complot ou pas? Alors, il y a deux versions possibles. Soit c'est un complot, et donc on présentait toute une histoire, une vaste histoire de complot, soit en fait le garde du corps est juste déséquilibré. Et donc on présentait ces deux comptes rendus selon la condition expérimentale. Mais, donc il y a ces deux théories qui sont proposées, et tout le monde est confronté aux deux théories, et puis on manipule quelle est la version officielle, celle qui est défendue par les autorités. Est-ce que les autorités croient à la version du déséquilibré, ce qui est le cas de Kennedy, etc. Ça, c'est la version, je dirais, officielle, ou au contraire, et alors dans ce cas-là, le complot est proposé comme une explication alternative dissidente, ou l'inverse. Et donc ce plan expérimental nous permet de dissocier les deux explications. J'espère que vous me suivez, parce que c'est parfois un peu... D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Donc, évidemment, on a aussi mesuré la mentalité conspirationniste, comme dans toutes ces études. Et donc, la question, c'est quelle est la relation entre la mentalité conspirationniste et l'adhésion à la thèse conspirationniste? On s'attend à ce qu'elle soit très forte, si c'est ça l'idée. En fait, vous voyez qu'elle est surtout forte quand la version officielle est celle du déséquilibré. Donc, qui est le cas standard. Là, on a vraiment un effet très marqué. Mais en fait, quand c'est l'inverse, l'effet est beaucoup plus faible. Vous voyez? Donc, les complotistes croient un peu plus au complot quand le complot que les gens qui ne sont pas complotistes. Mais ça se passe de façon beaucoup moins marquée quand le complot est la version officielle.
Donc ça tend à suggérer que cette échelle de complotisme, soi-disant, qui mesurerait une pensée spécifique, en fait reflète en grande partie un manque de confiance par rapport au discours dominant, ce qu'on appelle parfois les autorités épistémiques, hein, ceux qui sont censés nous dire ce qu'il est bon de croire. Et pour l'adhésion à la thèse alternative, hein, donc ça c'est l'autre, je me suis trompé dans le titre, c'est l'inverse. Quand c'est la version quand la version officielle est celle du déséquilibré, on a les complotistes y croient beaucoup moins. Mais cet effet est beaucoup plus faible quand la version officielle est la conspiration. Donc c'est la même chose dans l'autre sens. D'accord ? Donc on voit ici le rôle de la confiance. Alors, la confiance, c'est quoi ? C'est compliqué de vous faire. On pourrait faire tout un séminaire sur la confiance, mais en tant que, je dirais, psychologue social passionné des relations intergroupes, je dirais que pour moi, la confiance, c'est avant tout une question d'appartenance collective. On a confiance en quelqu'un parce qu'on définit cette personne comme appartenant à notre collectivité du point de vue de la question qui se pose à un moment T. J'ai l'impression que cette personne est la personne en qui j'ai confiance, c'est celle qui se préoccupe de ma collectivité, donc d'une certaine façon qui fait partie de ma collectivité. J'aime beaucoup parler, donc c'est un exemple que je trouve illustre ça de façon assez intéressante, c'est le cas de l'ouragan Katrina en 2005. Hein. Vous savez que cet ouragan a touché principalement des populations pauvres et afro-américaines dans le sud des États-Unis, en particulier à la Nouvelle-Orléans. Et le gouvernement Bush, à l'époque, s'est montré particulièrement inefficace. Et sans surprise, il y a eu toute une série de théories du complot, suggérant notamment que les digues avaient été sabotées par les autorités pour protéger les quartiers blancs. Et quand ce genre de discours était émis par des personnalités issues de la communauté afro-américaine, souvent elles étaient raillées en se disant « mais vous dites n'importe quoi, etc. etc. » En fait, ce qui est intéressant, c'est que ces théories du complot, elles étaient particulièrement... elles faisaient tout à fait sens si vous connaissiez un peu l'histoire des États-Unis. En 1927, il y a déjà eu une crue du Mississippi et à cette époque-là, il y a clairement eu des démarches pour protéger les quartiers blancs par rapport aux quartiers et aux populations afro-américaines, ce qui explique d'ailleurs en partie la grande migration vers le nord à cette époque-là. Et donc, j'aime bien l'idée, mais il faut aussi tester les choses. On est des psychologues sociaux. Et Nelson et ses collègues, des chercheurs américains, ils ont essayé de tester finalement cette idée-là, de voir est-ce que les Afro-Américains y croient plus à des théories du complot qui les visent que les Blancs. Et donc, ils ont présenté une théorie. C'était pas sur Katrina, là. Ils ont présenté un exemple d'événements qui pouvaient s'expliquer par une théorie du complot. Ils ont regardé si les Noirs y croyaient plus que les Blancs. Et effectivement, conspiracy theories are for losers. Les Noirs y croient plus que les Blancs. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont aussi fait passer un petit test de connaissance historique à tout le monde. Et... notamment sur la connaissance de complots passés qui ont visé les Noirs. Et, sans surprise, les Noirs, ils connaissaient mieux ces théories du complot, et ça médiatisait les faits. En fait, c'est pas parce qu'ils sont plus limités cognitivement qu'ils croient plus à ces théories du complot, c'est parce qu'ils connaissent plus l'histoire, et donc ici qu'ils ont moins confiance dans le discours et les pratiques des Blancs à leur égard. Donc, je trouve que c'est un exemple très intéressant des limites d'un modèle du déficit et du problème éthique que je voulais vous présenter jusqu'avant. Alors, ça va pour le temps, là ? Oui. Ouais, ça va, je vais essayer. Ouais. Donc, alors... Cette analyse, elle résonne avec une théorie qui est importante dans le psychosocial, hein, qui est la théorie de l'autocatégorisation. Et en gros, cette théorie, elle dit que le soi, en fait, c'est quelque chose de mouvant. Selon le contexte social, on peut se définir selon
différents niveaux de catégorie, ils appellent ça catégorisation, hein, comme un individu distinct d'autres individus, comme un membre d'un groupe ethnique distinct d'autres groupes ethniques, comme un humain, etc. Et une fois qu'on est dans une collectivité, qu'on se définit comme membre d'une collectivité, dit cette théorie, on tend à se concevoir comme interchangeable avec les autres membres de cette collectivité dans un contexte bien défini. Et donc, à partir du moment où on se sent interchangeable, on va essayer d'être en accord, on va chercher un consensus avec les membres de l'endogroupe. Or, les théories du complot, c'est justement des représentations qui ne sont pas juste individuelles, c'est des représentations sociales. C'est ce que disait Moscovici en 1987, et c'est un truc qu'on a un peu oublié avant, très récemment. Et donc, on peut s'attendre à ce que croire à des théories du complot, c'est vraiment lié à la façon dont je me définis, à quel groupe adhère à ces théories. D'accord ? Et on va avoir confiance dans le discours du groupe minoritaire si on ne s'identifie pas du tout au groupe majoritaire ou à la société qui inclut ce groupe majoritaire et ce groupe minoritaire, là, le groupe supraordonné, les Américains. Et on a testé ça de nouveau avec Camilla dans une étude qui vient d'être acceptée là pour publication. C'est une étude où, je vais peut-être vous expliquer avant de vous montrer les dessins. C'est de nouveau avec des adolescents. Et là, on a recruté des adolescents dans 3 filières d'études en Belgique. L'enseignement traditionnel qui mène à l'université, à l'enseignement supérieur, qui est le plus prestigieux en Belgique. L'enseignement technique, qui donne accès à des filières techniques. Et l'enseignement professionnel, qui lui est directement professionnalisant. Donc, en Belgique, il n'y a pas plus ségrégué, il n'y a pas plus segmenté comme système d'enseignement. Enfin, je crois que ça doit être un des pires de ce point de vue-là. On parle parfois d'enseignement par relégation. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'étudiants qui échouent dans le régime général, qui vont se retrouver dans le technique, voire dans le professionnel. Et en plus, il y a une grande disparité dans la composition, ethnoculturelle de chaque catégorie, avec beaucoup d'adolescents issus de l'immigration nord-africaine et turque, à Bruxelles en particulier, dans les filières les moins valorisées. Et donc, on a fait passer un questionnaire de complotisme à ces adolescents. On a regardé si on avait un effet de la filière, et comme on peut s'y attendre, conspiracy theories are for losers. Et donc, c'est les professionnels qui y croient le plus, puis les techniques, puis les généraux. Mais pourquoi ? Et donc, comme c'est un projet qui portait notamment sur la littératie, on a posé différentes questions de littératie, on a posé des questions de open-minded thinking, donc c'est un peu d'esprit critique, même si c'est peut-être pas la meilleure échelle du monde. Et on a aussi posé des questions d'identification à la société belge. Et quand on regarde ce qui explique le mieux le complotisme, alors c'est pas des coefficients standardisés, mais malgré tout, c'est très clair que c'est l'identification. C'est pas la littératie, l'esprit critique, etc. C'est vraiment l'identification qui explique le mieux le lien entre la filière scolaire et le complotisme. Donc de nouveau, ça va dans le sens que les appartenances ici jouent un rôle central. Alors ça, je ne vais peut-être pas raconter parce que j'ai plus beaucoup de temps, sauf si vous me posez une question après là-dessus. Donc, et je dois changer de présentation parce que ce n'était pas la bonne. Voilà, donc ce qui m'amène à dernière partie de mon exposé, qui est finalement de passer de cette mécanique collective de la confiance à l'identité. Donc, ce que j'ai dit jusqu'ici, c'est que les théories du complot, c'est une activité épistémique qui est socialement située. Il y a un exogroupe, ceux qui ne pensent pas comme moi, qui suppriment la vérité. Si je crois à une théorie du complot, je me dis toujours qu'il y a quelqu'un qui essaye de cacher la vérité. Et un endogroupe, et l'endogroupe, c'est nous, les victimes souvent, mais cet endogroupe, il est un peu particulier parce qu'il y a d'une part les gens qui se font avoir par la théorie dominante, hein, donc les moutons, et puis il y a la personne qui croit au complot, qui est perspicace,
qui est clairvoyante, qui est un peu plus maligne que les autres. Donc il y a vraiment une dynamique intergroupe où il y a presque 3 groupes là-dedans. Il y a un endogroupe divisé en 2 et puis un exogroupe. Et donc, de ce point de vue-là, les théories du complot, ça fonctionne un peu comme des récits sur la position de l'endogroupe dans le monde social. Pourquoi est-ce qu'on est là? Comment ça se fait qu'on occupe cette position-là dans le monde social? Donc c'est une sorte d'histoire profane presque du groupe. Et on a fait pas mal de recherches sur la dimension intergroupe des théories du complot dans notre labo. Et pas mal de ces recherches, justement, mettent ça en évidence. Alors là, on se base très fort sur une théorie qui est aussi très connue en psychosocial, qui est la théorie de l'identité sociale, qui est en gros une théorie qui dit que quand on se définit comme membre d'un groupe, on a une certaine motivation à valoriser ce groupe, parce qu'il se compare positivement à d'autres groupes, ce qui rejaillit ensuite sur le soi. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Soit en discriminant, en disant du mal à l'égard par rapport à d'autres groupes, soit en changeant de groupe. Ça, c'est une autre solution. Essayer de passer à un groupe plus prestigieux, mais ce n'est pas toujours évident. Et donc, il y a toute une série de solutions, de situations par rapport à ça. Alors, pour vous donner un exemple du genre de recherche dans lesquelles on a essayé de tester ça, je vais commencer par celle-là, excusez-moi. Voilà. On a fait des recherches sur la perception de la méritocratie. La méritocratie, c'est intéressant parce que c'est une idéologie individualiste. Voilà, grâce à notre effort et à notre talent individuel, on va pouvoir passer d'une position sociale à une autre. Mais évidemment, quand on est en bas de l'échelle sociale, ce n'est pas nécessairement facile d'assumer ça, et ça donne évidemment une image négative de notre groupe. Les théories du complot, elles permettent en quelque sorte de mieux se sentir par rapport à ça. Parce que si on occupe cette position dévalorisée, ce n'est pas de notre faute. C'est parce qu'il y a un groupe qui nous domine, qui nous opprime, qui fait des plans secrets, qui nous menace, etc., etc. Et effectivement, donc on peut avoir un modèle comme celui-ci. Le complotisme, ça devrait être lié négativement à l'adhésion à la méritocratie, mais surtout quand on a un statut social, je dirais, dévalorisé. Et effectivement, c'est ce qu'on a observé dans une série d'études qui ont été menées, de nouveau, avec en grande partie la même équipe. Je ne vais pas détailler les résultats ici. Autre exemple qui illustre aussi cette dimension, je dirais, identitaire du complotisme. Là, c'est une recherche qui est menée par Paul, donc j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, tu me corriges si je dis des bêtises. Là, on s'est intéressé à une variable qui est assez intéressante, c'est le narcissisme national. Alors, le narcissisme national, c'est en fait une forme d'identification, mais qui est aussi... Donc, c'est une forme de patriotisme. Donc, je m'identifie à mon pays, mais en même temps, j'ai le sentiment que je ne suis pas suffisamment reconnu, que mon groupe n'est pas suffisamment reconnu. Donc, il y a une forme de ressentiment aussi dans cette forme d'identification, dans cette forme de narcissisme national, qui a été fort étudiée, notamment par des chercheuses polonaises. Et donc, pour montrer le rôle de ce facteur identitaire, c'était intéressant de mesurer le narcissisme national. Et donc, ce qu'on a fait, c'est de nouveau une situation un peu par scénario, là, où on met les gens dans une situation hypothétique. Et donc, là, on est avec des participants français. Et l'idée, c'est de les mettre dans une situation de privation relative. Donc, c'est une situation de privation relative, c'est évidemment, par rapport à d'autres groupes, je suis dans une situation où j'obtiens moins de ressources que les autres, ou qu'ici, il fallait s'imaginer dans une situation où l'économie de la France serait à la traîne par rapport à d'autres pays. Et donc, si le complotisme est vraiment une réponse à cette situation, à cette nécessité de faire sens de la situation défavorisée dans laquelle on est, eh bien, on devrait observer une plus grande tendance au complotisme dans cette situation de privation relative,
mais en particulier chez les gens qui sont fortement narcissiques nationaux. Donc on devrait observer ça. Alors ça, c'est un peu le résultat, je dirais, idéal, hein, selon ces hypothèses-là. Et effectivement, donc, pour faire ça, il y avait 4 conditions, enfin dans une des études. Hein. On a aussi des conditions contrôle, hein, une situation où la France va mieux que les autres, une situation où, où personne ne va bien, c'est la menace globale, puis une situation contrôle où on ne dit rien. Et puis on mesure notamment l'adhésion à la théorie du complot que, je sais pas, l'Union européenne, en fait, manigance contre la France, dans l'intérêt des Allemands, des choses comme ça. Donc on mesure ça aussi, il y a un truc sur la Chine. Et les résultats sont en partie cohérents avec l'hypothèse. Vous voyez ici les 4 conditions. Et donc, c'est selon qu'on a un narcissisme national élevé ou faible, donc basé sur un écart type au-dessus et en dessous de la moyenne, vous voyez qu'effectivement, dans la situation aux privations relatives, par rapport au contrôle et à la situation où on va mieux que les autres, on a un effet, effectivement, de plus de complotisme ici anti-UE, et on le trouve uniquement chez les personnes hautement narcissistes nationales. Ce qu'on voit en faisant le graphique aussi, c'est qu'on a même cet effet quand il y a une menace générale, en fait. Donc ces personnes très narcissiques, face à une menace, elles vont utiliser peut-être le complotisme pour faire sens de la situation. Donc voilà 2 exemples dans lesquels on voit comment le complot peut en fait faire sens de la situation dans laquelle mon groupe se trouve à un moment donné. Donc pour conclure, je vais un peu récapituler ce que je vous ai raconté et puis faire peut-être une petite ouverture. Donc je suis parti de l'observation commune et qui est presque triviale, selon laquelle le conspirationnisme, ça a un déficit de rationalité. Et donc moi je ne conteste pas les études qui montrent ça, mais j'ai voulu la relativiser. Déjà, une façon de le relativiser, c'est de se dire que même les gens qui ont des faibles niveaux de complotisme, ils peuvent aussi être victimes de toute une série de biais. On l'a vu dans l'étude de Maud. On a aussi des biais de confirmation très forts chez les gens qui rejettent toutes les théories du complot. En fait, on a aussi un biais de confirmation de ce côté-là. J'ai après un peu développé cette idée que l'adhésion aux théories du complot, ça répondait en partie à une forme d'individualisme épistémique. Et cet individualisme épistémique, c'est moins un manque de rationalité qu'une forme d'asymétrie de la confiance, exagérée par rapport à des experts reconnus et exagérée par rapport à soi-même et trop faible, sans doute, par rapport à certaines autorités épistémiques. Alors, dans un troisième temps, j'ai émis l'hypothèse que ce qui semble relever de l'irrationalité, en fait, ça pourrait caractériser moins les individus que les théories elles-mêmes, hein, par leur nature. En fait, si vous regardez la théorie du complot, c'est presque rationnel de ne pas... Si vous croyez à la théorie du complot, ça devient rationnel de ne pas croire à l'information qui l'infirme. Imaginez que vous viviez en Russie à présent, aujourd'hui, est-ce que... où il y a peut-être beaucoup plus encore plus qu'ici, de raisons d'adhérer à une mentalité complotiste, peut-être qu'il y a finalement une certaine rationalité à ne pas faire confiance à tous les éléments qui iraient à l'encontre des théories complotistes que vous pourriez avoir. Donc dans tout ce que j'ai dit jusqu'ici, la confiance joue donc un rôle beaucoup plus central, à mon avis, que la rationalité. Ça m'a amené à considérer la confiance comme un processus qui est associé à des identités collectives. On a confiance à quelqu'un parce qu'il représente notre groupe. Et en définitive, l'adhésion aux théories du complot, c'est une question d'identité collective. Je crois à la théorie du complot parce que j'ai confiance dans la source d'influence, qu'elle représente bien l'identité de mon groupe. Et dans un dernier temps, j'ai essayé de montrer que ces théories, en fait, elles se manifestent aussi dans le fait qu'elles permettent d'offrir des explications qui valorisent l'un des groupes, qui expliquent son sort
par l'action d'agents extérieurs. Donc il y a une véritable il y a aussi finalement là une rationalité du complotisme, mais au sens de la première définition de Stanovich, elle est adoptée par rapport à certains objectifs. Ce n'est pas une rationalité épistémique, c'est une rationalité beaucoup plus générale. Et alors, pour revenir peut-être au titre de mon exposé, le complotisme, il ne fait pas que protéger l'identité, il offre souvent un récit, il dit ce qu'on est, mais aussi peut-être ce qu'on aurait pu être si le groupe qui nous menace n'avait pas été là. C'est ça déjà que disait Moscovici dans un article, dans un discours qu'il a fait en 2005 et qui a été récemment republié. Il dit que les théories du complot, c'est une forme d'histoire contrefactuelle. En fait, si vous regardez une théorie du complot, vous pouvez vous dire, elles répondent à la question suivante, en tout cas c'est une forme de réponse implicite, à quoi ressemblerait le monde si nous n'avions pas été trahis, opprimés ou victimisés par un ennemi caché. Donc il y a vraiment une sorte de réflexion sur ce qu'on aurait pu être en devenir. Et donc dans cette histoire alternative, on n'est pas impuissant, on n'est pas marginalisé, on est noble, perspicace, injustement opprimé. Ce passé imaginé sert à révéler ce que les croyants perçoivent comme la véritable identité de leur groupe, ce qu'ils devraient être si seulement le complot n'avait pas réussi. Et donc, de ce point de vue-là, les théories du complot, c'est un récit à propos de notre identité, ce que nous étions, ce que nous sommes et ce que nous pourrions être. Voilà, j'ai fini avec ça. Et donc, si vous voulez en savoir plus, un petit conseil de lecture, en particulier le livre de Kenzo qui a beaucoup inspiré ce que j'ai dit ici, Complotisme et quête identitaire, qui pourrait vous intéresser. Et je vous conseille aussi d'écouter notre podcast où il y a plusieurs épisodes sur le complotisme, 1000 grammes de savoir, le podcast 1000 grammes de savoir. Et enfin, pour terminer, peut-être tous ces travaux que je vous ai racontés, moi, je n'ai pas fait grand-chose là-dedans. C'est surtout tous ces gens-là qui ont travaillé, notamment donc Kenzo, Maud, Camilla, Paul qui est ici, Yassémine, Myrto, Pantasi et aussi plein d'autres gens dont je n'ai pas mis la photo. Mais voilà. Merci pour votre attention.